Les frappes iraniennes n'ont pas été lancées au hasard. Elles ne sont pas un acte de provocation gratuite, mais une réponse calibrée, assumée et légitime face à une attaque militaire massive d'Israël sur le territoire iranien. Ce que beaucoup appellent riposte à Téhéran est vu comme une réaffirmation de la souveraineté nationale et de la capacité d'un État à se défendre contre une agression extérieure flagrante. Quelques jours avant les frappes iraniennes, Israël a lancé une opération militaire de grande ampleur contre plusieurs cibles stratégiques en Iran. Des centres de recherche nucléaire, des bases de lancement, des bâtiments abritant des scientifiques, voire même le quartier général des gardiens de la Révolution. Résultat, 70 morts, dont 9 scientifiques nucléaires et des hauts responsables militaires. Un acte que l'on peut qualifier, sans ambiguïté, d'acte de guerre prémédité. Israël a visé le cœur même du programme nucléaire iranien, ce qui, du point de vue de l'Iran, équivaut à un assassinat ciblé de ses capacités de défense stratégiques. Or, comment un pays comme l'Iran, souverain, avec ses institutions, son armée, sa population, pourrait-il ne pas répondre à une attaque de cette ampleur ? En droit international, un pays attaqué a le droit de se défendre. Ce principe est reconnu dans l'article 50 et 1 de la Charte des Nations Unies. Ce que l'Iran a fait est exactement cela. Répondre à une attaque brutale, unilatérale, sans déclaration de guerre préalable. Contrairement à ce que certains médias occidentaux suggèrent, l'Iran n'a pas commencé cette guerre. Israël l'a fait. Dans les rues de Téhéran, la population a célébré non pas la mort, mais la capacité de l'Iran à ne pas se laisser humilier, à montrer qu'il n'est pas une proie facile. Il ne s'agit pas de glorifier la violence, mais de résister à l'effacement, à l'humiliation stratégique et diplomatique. Les frappes iraniennes ont visé des installations militaires en Israël, notamment le quartier du ministère de la Défense et non des zones purement civiles. Il est vrai que certains missiles ont causé des dégâts collatéraux, comme la tour d'habitation touchée, mais cela n'enlève rien à l'intention militaire de la réponse. Ce sont les systèmes de défense israéliens qui n'ont pas réussi à intercepter tous les missiles. Cela montre que malgré les milliards investis dans le dôme de fer, Israël n'est pas invulnérable. Alors qu'Israël bombarde des scientifiques iraniens et des infrastructures essentielles, certains pays occidentaux, dont les États-Unis, se contentent de demi-condamnations, voire de soutien voilé. Pourtant, lorsqu'un pays comme l'Iran répond, on parle de provocation, de menace ou de déstabilisation. Cela pose une question essentielle. Pourquoi le droit de se défendre ne s'applique-t-il pas de la même façon à tous les pays ? Pourquoi Israël serait-il autorisé à neutraliser ses ennemis, présumés à l'avance, tandis que l'Iran, lui, devrait encaisser en silence ? Donald Trump, dans sa déclaration, parle d'éviter un conflit tout en justifiant les frappes israéliennes. Il prétend que l'Iran devrait négocier davantage, offrir des concessions, comme si une agression militaire était un levier diplomatique légitime. Cette posture rappelle tristement les relations coloniales, où le plus fort impose sa volonté par la force et exige la reddition comme préalable à la paix. L'Iran a annoncé logiquement que les négociations prévues à Oman avec les États-Unis n'avaient plus de sens après une attaque aussi violente. C'est évident, on ne négocie pas avec une arme pointée sur la tempe. La diplomatie n'est possible que dans un contexte de respect mutuel, pas après un acte de guerre. Le fait qu'Israël agisse ainsi juste avant un nouveau cycle de négociations nucléaires semble délibéré. Saboter la diplomatie, empêcher un accord et faire perdurer la tension. C'est une stratégie du chaos. Le message de l'Iran est clair, aucun pays, même Israël, ne peut agir impunément. Même en étant sous sanctions, même en étant isolé diplomatiquement, l'Iran a prouvé sa résilience militaire. Les frappes ont montré que Téhéran est capable de frapper au cœur même de l'État hébreu, malgré la barrière technologique, malgré les espions du Mossad, malgré la guerre psychologique. Les célébrations dans les rues de Téhéran, même si elles peuvent choquer certains observateurs, expriment un sentiment d'unité nationale. Après des années d'assassinats ciblés de scientifiques, d'explosions accidentelles dans les usines nucléaires, d'infiltrations, de cyberattaques, l'Iran a toujours été sur la défensive. Aujourd'hui, il reprend l'initiative psychologique. Israël espérait affaiblir durablement les capacités iraniennes. Mais ces frappes risquent au contraire de radicaliser l'opinion publique iranienne, d'enterrer la diplomatie et d'accélérer l'enrichissement nucléaire au lieu de le ralentir. Quant aux États-Unis, leur image de médiateur est compromise. Comment prétendre jouer le rôle de négociateur à Oman tout en laissant leur principal allié semer le feu au Moyen-Orient ? En visant des infrastructures militaires et en touchant des figures importantes du régime iranien, Israël a franchi un seuil et l'Iran a répondu sans aller jusqu'au bout de ses capacités.
Mais si une nouvelle frappe survient, notamment contre des centres civils ou nucléaires en Iran, alors Téhéran pourrait mobiliser ses alliés régionaux, voire s'en prendre directement à des bases américaines ou à des pays complices. La situation est donc explosive. Mais l'Iran a pour l'instant montré sa retenue. Ce conflit met en lumière une question cruciale. Qui est l'agresseur et qui est l'agressé ? Loin des récits manichéens habituels, il faut reconnaître que l'Iran a répondu à une guerre ouverte lancée par Israël. Ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas une guerre d'idéologie. C'est une guerre d'intérêt, de souveraineté, de survie géopolitique. Et dans cette guerre, l'Iran, attaqué, a fait ce que tout État souverain ferait